Right now they're running about 80 miles an hour in big seas, and whoa, keep her down, Willie. My name is Willie Falcone. I was the undisputed king in the cocaine industry from the mid-70s through the 80s and into the 90s. If you snort cocaine back in those days, there was 85% chance it was my cocaine. Who do you consider as your top competition right now? My sister Chip. I helped build Miami skyline into what it is today. $20 billion got me 27 years in federal prison. One of the so-called cocaine cowboys has been deported, Willie Falcone. Derrière le mythe de Scarface se cache une histoire bien réelle, celle de Willie Falcone, le vrai Tony Montana. Augusto Guillermo, dit Willie Falcone, naît à Alquizar, Cuba, en 1955. Son histoire commence comme celle de beaucoup d'exilés, arrachés à sa terre natale, jetés dans une ville nouvelle où la langue, la culture et surtout le statut social ne pardonnent pas. À Miami, la communauté cubaine se reconstruit, mais l'ascension sociale n'est pas donnée. Les portes restent fermées. Abandonner l'école pour Willie n'est pas un acte isolé. C'est la conséquence d'un calcul silencieux. Rester dans une scolarité qui ne lui promet rien, ou saisir une voie plus risquée mais immédiate pour changer de statut. On retrouve cette logique chez des dizaines de jeunes à l'époque. La vitesse de gain devient une promesse, la rue un tremplin. Les récits qui entourent Willie le décrivent comme un gamin intelligent mais pressé. Il ne rejette pas l'effort, il rejette l'attente. C'est dans ce terreau que naît sa rencontre avec Salvador, Sal Magluta. Les deux se croisent à Miami Senior High. Ils partagent des bancs, des déceptions scolaires et très vite un même appétit pour l'argent facile. Ils commencent par vendre de petites quantités, d'abord du cannabis, puis au fil des années, gravitent vers la cocaïne. Cette transition n'est pas seulement matérielle, elle traduit une mutation d'état d'esprit. Là où beaucoup voyaient un vice, eux voient une machine à se hisser au-dessus du statut de migrant, pouvoir, respect et protection. Entre eux se forge une complicité fondée sur la loyauté de rue et la complémentarité des rôles. L'un a l'allure, l'autre les chiffres, l'un attire l'attention, l'autre gère les comptes. Ensemble, ils deviennent plus dangereux que la somme de leurs parts. Miami, années 80. Leur début, ils comprennent une chose. La cocaïne, ce n'est pas seulement de la poudre, c'est du pouvoir. Et pour transporter cette poudre, il faut aller plus vite que la loi, plus vite que les gardes-côtes, plus vite que tout le monde. Alors, ils investissent dans des bateaux surpuissants, capables de fendre les vagues en pleine nuit. Ces bateaux, ils les bichonnent, les customisent, les rendent indétectables. À Miami, tout le monde voit Falcone et Magluta comme de simples amateurs de courses nautiques. Mais en réalité, chaque course est une couverture. Chaque trophée est une provocation. Un exemple frappant. En 1986, Willie Falcone remporte l'Offshore Challenge, une course prestigieuse au large des Keys. Devant la foule et les caméras, il lève son trophée comme un champion. Mais derrière les sourires, c'est un message envoyé aux Colombiens. Regardez, nous ne sommes pas seulement des passagers. D'une efficacité terrifiante. Des ranges cachés dans les Everglades pour stocker la marchandise. Des sociétés écrans pour blanchir des millions. Des appartements dans l'ombre, un pied dans la lumière. À Miami, tout le monde parle d'eux. Dans les clubs, dans les paddocks des courses de bateaux, dans les quartiers populaires. On les voit en Ferrari, entourés de mannequins, distribuant des liasses de billets comme si c'était du papier. Et pourtant, personne ne peut les toucher. Même quand ils sont arrêtés, il y a toujours une faille. Un dossier disparu, un témoin qui se rétracte,
Une preuve qui s'évapore, une fois, raconte-t-on, lors d'un transport maritime, un de leurs bateaux est repéré. Panique. L'équipage n'a qu'une solution. Balancer des kilos de cocaïne par-dessus bord, au milieu de la nuit noire. Imagine la scène, les paquets flottant comme des fantômes blancs à la surface de l'océan, pendant que le speedboat disparaît dans l'horizon. Voilà la marque Falcon Magluta, toujours sans temps aussi ostentatoire. C'était plus qu'un cartel. C'était une vitrine, une marque, un style de vie. Mais derrière les paillettes, la peur rôde déjà. Les témoins qui osent en parler sont menacés. Certains disparaissent, d'autres sont retrouvés morts. Le duo comprend que la richesse attire les projecteurs et que les projecteurs attirent la police. Et dans cette danse avec le danger, Falcon et Magluta ne savent pas encore qu'ils sont en train d'écrire le début de leur chute. Derrière les yachts, les trophées et les villas, il y avait une vérité brutale. Le business de la cocaïne, ce n'était pas un jeu. C'était un monde où chaque victoire pouvait être suivie d'une trahison, où chaque sourire pouvait cacher un piège, où la moindre faiblesse pouvait coûter la vie. Willie Falcon le savait mieux que personne, car lui aussi a payé le prix dans sa chair et dans sa famille. Un jour, au plus fort de son empire, Falcon reçoit le coup de fil que tout baron de la drogue redoute. Sa mère, sa propre mère, a été enlevée, kidnappée par des rivaux, des hommes qui veulent de l'argent ou une vengeance. Imagine la scène, une femme innocente arrachée à son quotidien, utilisée comme monnaie d'échange dans un monde où les billets verts valent plus que la vie humaine. Pour Willie, c'est un affront inacceptable. Mais c'est aussi un dilemme. Dans ce business, répondre à une attaque peut déclencher une guerre sans fin. Alors, il paie. Selon plusieurs témoignages, la rançon atteint 500 000 $, une somme astronomique à l'époque. L'argent change de main, sa mère est libérée. Mais la cicatrice reste. C'est la preuve que même lui, avec ses bateaux et ses millions, n'est jamais vraiment en sécurité. Cet épisode renforce son image de dureté. Beaucoup disent qu'après ça, Falcon devient encore plus méfiant, encore plus paranoïaque. Il comprend que la violence n'épargne personne, pas même les familles. Le business de la cocaïne à Miami dans les années 80 et 90, c'était une jungle. Falcon et Magluta n'étaient pas seuls. Il y avait d'autres Cubains, d'autres organisations, d'autres cartels. Des Colombiens de Medellín, des factions de Cali, des indépendants qui rêvaient de leur part du gâteau. Chaque cargaison était une opportunité, mais aussi un risque. Car il suffisait d'une erreur pour que des rivaux interceptent la marchandise, volent les millions ou fassent disparaître un équipage entier. On raconte que plusieurs de leurs associés ont fini assassinés, leurs corps retrouvés dans les Everglades, abandonnés comme des avertissements. Willie lui-même échappe à plusieurs tentatives d'assassinat. Une fois, alors qu'il sort d'un club, une fusillade éclate. Les balles sifflent, les vitres éclatent, mais il s'en sort indemne. À Miami, on commence à dire que Falcon a une chance insolente, que la mort plane autour de lui mais ne le touche jamais. 1991. La fête s'arrête. Falcon, Magluta et Gustavo Falcon sont inculpés. Trafic de drogue, blanchiment, organisation criminelle. Pour le gouvernement, c'est une victoire. Enfin, les Cocaine Cowboys vont rendre des comptes. Tout Miami retient son souffle. Les journaux titrent chaque jour. Et dans les couloirs du tribunal, on se demande « Est-ce que cette fois, la justice va les faire tomber ?» Mais dès le début, le procès prend des allures de film noir. Témoins clés qui se rétractent. Enregistrements mystérieusement perdus. Avocats payés des fortunes pour décortiquer chaque détail. Et surtout, le jury. Le président du jury, Miguel Moya, connaît Magluta avant même le procès. Et très vite, on découvre l'impensable. Plusieurs jurés ont été achetés, corrompus, des enveloppes d'argent pour voter non coupable. Ce n'est plus un procès, c'est une mascarade. En 1996, le verdict tombe. Acquitté. Miami est en état de choc. Comment est-il possible que deux des plus grands trafiquants de l'histoire sortent libres ? Dans les rues, certains les acclament comme des héros. D'autres crient au scandale.
Mais Falcon et Magluta, eux, savourent. Pour eux, c'est une victoire totale. Battre le gouvernement américain à son propre jeu. Mais cette arrogance ne durera pas. Car la vérité finit toujours par remonter. Les fédéraux découvrent la corruption, rouvrent les dossiers. Cette fois, il n'y aura plus de miracle. Magluta est condamné à près de 200 ans de prison. Willy, lui, négocie un accord. 20 ans derrière les barreaux. Le roi des vagues se retrouve enfermé, privé d'océan, privé de vitesse. Pour Willy, la prison est déjà une chute vertigineuse. Mais pour son frère Gustavo, l'histoire prend une autre tournure. Après l'inculpation, il disparaît. Littéralement. Pendant des années, personne ne sait où il est. En réalité, Gustavo vit une double vie. Nouveau nom, nouvelles identités, vie de banlieue tranquille à Kissimmee, en Floride. Mais en 2017, après 26 ans de cavale, le masque tombe. Les marshals l'arrêtent en plein après-midi. One of the original cocaine cowboys has now been arrested in Central Florida. Gustavo Falcone was on the run for 25 years. Willy, lui, est libéré en 2017, après 20 ans de prison. Mais la liberté est de courte durée, parce qu'il n'est pas citoyen américain, et en 2018, il est déporté. Pas à Cuba, mais en République dominicaine. Un exil forcé, loin de la scène de ses triomphes. Voilà ce qu'est devenue l'histoire de Willy Falcone. Un homme qui avait tout. L'argent, la vitesse, les femmes, les bateaux, la peur et le respect. Un homme qui a fait trembler les États-Unis avec ses cargaisons de poudre blanche. Un homme qui, pendant un temps, a cru être intouchable. Mais au bout du chemin, il n'y a pas de gloire. Il y a la prison. Il y a l'exil. Le vrai Tony Montana de Miami n'a pas fini dans une fusillade sanglante. Il a fini dans l'ombre, oublié, loin des projecteurs. Son empire, ses milliards, ses yachts, poussière, et c'est ça, la vraie morale. Dans ce business, tu peux régner comme un roi. Mais la fin est toujours la même, la chute. Et cette chute, Falcon et Magluta en sont la preuve vivante. J'espère que vous avez aimé cet épisode de Launchbox sur Willy Falcone. Si vous voulez d'autres histoires belles comme celle-ci, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel personnage vous aimeriez voir pour la prochaine vidéo.